Alain, les hommes ne sont-ils pas aujourd'hui au centre de tout projet? Vous avez raison, c'est d'ailleurs le premier volet de mon accompagnement. Le problème essentiel du chef d'entreprise, c'est de bien faire fonctionner son organisation. Alors aujourd'hui, l'homme est au cœur de toute l'entreprise et on ne peut vraiment la faire fonctionner qu'en manifestant sa compétence et en exerçant une autorité qui repose sur l'exemplarité. Donc un bon management des hommes, ça passe d'abord par un bon management de soi. Et dites-moi, qu'attendez-vous à un chef d'entreprise aujourd'hui? En fait, curieusement, tous ceux qui me consultent dans ce chapitre du leadership et du management attendent finalement, essentiellement de moi, de l'écoute. Vous savez, le chef d'entreprise ressent une solitude au quotidien et il faut qu'il puisse se confier aux uns et aux autres. C'est pour lui un vrai poids. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas fondre l'armure vis-à-vis de ses collaborateurs parce qu'il risque de les déstabiliser si lui-même exprime des doutes. Il lui faut donc quelqu'un à qui il puisse s'adresser. Et l'expérience qui est la mienne, en fait, le travail que j'ai accompli, mais également les études, je suis passionné par les sciences de gestion, par la psychologie, les neurosciences, le management bien sûr, et ça me permet de nourrir une discussion autour de ces thèmes avec le chef d'entreprise. Et je lui sers de ce fait à la fois de coach, mais également de sparring partner, où il peut tester ses idées, guetter mes réactions, mesurer comment elles rebondissent afin d'en tirer des conclusions personnelles. Et bien sûr, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Et à quelle occasion intervenez-vous? Alors, j'interviens surtout au cours des prémices d'une phase de mutation, c'est-à-dire au moment où il va falloir changer quelque chose ou organiser le changement. Et par exemple, à la suite d'une opération d'acquisition, ce qu'on appelle l'intégration post-acquisition, ou encore évidemment lorsque des difficultés de toutes sortes pointent à l'horizon, le chef d'entreprise a besoin à ce moment-là de quelqu'un à qui se confier et de qui obtenir un espèce de miroir en solution à ses problèmes. Et utilisez-vous des techniques particulières? Vous savez, en 45 ans d'expérience à la tête d'entreprises de taille variable, j'ai eu tout le temps de me forger un espèce de corps de doctrine personnelle. Le management est ma passion, comme d'autres le football. Je suis d'ailleurs l'auteur d'une méthode de management entrepreneurial qui est fondée sur l'obsession du client comme accélérateur de réussite. Sa rédaction m'a permis en parallèle de me forger une espèce de boîte à outils qui est vraiment efficace pour les dirigeants de plus grandes entreprises qui me font confiance. Alain, la stratégie, voilà un bien grand mot, un peu gonflant, non? Oui, effectivement, mais ramenons-le à ce qu'il recouvre véritablement. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie, en fait, très concrètement? C'est un chemin, tout simplement. Donc c'est la mise en œuvre pratique de la vision de l'entrepreneur. À l'inverse d'un livre qu'on lit du début jusqu'à la fin, eh bien, une stratégie d'entreprise, on commence par la fin, et puis, c'est-à-dire le but à atteindre, et puis ensuite on trace, et on fait son possible pour tracer le chemin pour y arriver. La stratégie, c'est donc en fait uniquement la mobilisation des moyens à mettre en œuvre et des ressources pour conduire l'entreprise de l'endroit où elle se trouve vers l'endroit où le dirigeant veut la mener. Oui, alors dans ce cas, comment concevoir une bonne stratégie? Alors, on va utiliser un certain nombre de techniques et de méthodes, bien sûr. J'ai personnellement travaillé la plupart des méthodes existantes, que ce soit Ansoff, Porter, McKinsey, Océan Bleu, j'en passe, mais elles sont toutes limitées. Et donc, je me suis astreint à intégrer les théories du management dans une réflexion et une action pragmatique en suivant un cheminement simple. La vision et sa formalisation, sa transformation en concept stratégique par l'analyse et l'usage du doute méthodique cher à Descartes, et puis l'élaboration du projet en fonction des forces en présence, le classique marché, concurrent et forces et faiblesses de l'entreprise elle-même. Mais ce n'est pas la même chose pour chaque entreprise, non? Alors, en fonction des métiers exercés par l'entreprise que je conseille, nous allons définir les prérequis de l'exécution stratégique, les connaissances nécessaires, les techniques à assimiler, puisque certaines entreprises ont des points très particuliers, mais également la culture qui est installée, et évidemment le modus operandi. Donc il faut toujours garder à l'esprit que la réussite d'une stratégie
repose en tout premier chef sur la qualité de l'exécution. Une bonne stratégie, vous savez, comme d'habitude, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Donc dans mon dialogue avec l'entrepreneur et le dirigeant, le client revient toujours comme la seule raison d'être d'une entreprise. Il est vraiment au centre de tout. Et c'est sur le client que se fonde une stratégie. Alain, pourquoi parler de performance? Vous savez, le progrès est toujours, depuis toujours, la quête de l'homme. Alors pourquoi voulez-vous qu'il en soit différemment pour les entreprises? J'ai très rarement rencontré des chefs d'entreprise qui me consultaient pour les accompagner dans un déclin prolongé. C'est arrivé. Enfin, c'est quand même pas courant. En physique, en chimie, en médecine, en sport même, vous le voyez, les performances s'améliorent toujours. Curieusement, l'homme a visiblement des ressources absolument inexploitées. Et donc, pour le dirigeant, c'est également une préoccupation de chaque instant parce qu'il vit dans un univers hautement concurrentiel. Donc, il faut améliorer les performances. Mais n'est-ce pas difficile de pousser les équipes toujours vers plus de résultats? Ah si, évidemment, c'est même très difficile et plus l'entreprise est grande, plus c'est difficile de la faire bouger. J'ai toujours en tête ce mot de Lou Gerstner, qui était le président d'IBM il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il en organisait la restructuration. Il disait en fait, les organisations ne sont pas faites pour servir le client, elles sont là pour servir l'ordre établi. Et ça montre bien que toutes les organisations veulent rester stables, elles ne veulent pas bouger, et donc il faut déployer des trésors d'énergie pour faire bouger les choses et utiliser des méthodes qui reposent beaucoup plus sur l'expérience que sur des théories. Oui, mais dans ce cas, comment mesurer alors ce qu'il faut faire? Lorsque j'interviens comme conseil de dirigeant pour l'amélioration des performances de son entreprise, je suggère d'abord d'établir une batterie d'indicateurs de progrès qui constitueront ensuite une exigence pour tous et qui seront traduits dans les budgets opérationnels. Je propose donc qu'ils soient confiés à des groupes transverses qui, outre l'efficacité de ce type de groupe, permettront de maintenir une forte cohésion dans les équipes. Et tout se joue dans l'alternance entre création de valeur et maîtrise des coûts, grâce à l'emploi de méthodes objectives et à la volonté de faire du changement une permanence de l'action. Alain, un peu barbare ce terme d'ingénierie financière. Oui, effectivement, c'est un vocable qui s'est développé récemment, mais c'est parce que le financement de la croissance a totalement changé de nature au cours des 30 dernières années. D'abord, est arrivé l'engouement pour la croissance externe, qui a permis la constitution de groupes, soit intégrés, soit diversifiés. Et puis l'industrie du LBO, qui était destinée à favoriser les transmissions, et puis enfin, plus récemment, le foisonnement des startups, dont le modèle économique, souvent mondial, est très très gourmand en capitaux. Donc elle doit dès le départ se constituer dans les plus brefs délais d'importants moyens afin d'atteindre rapidement la taille critique et ériger des barrières d'entrée solides à leur marché. Mais alors concrètement, que vous demandent vos clients? Eh bien, ils me demandent de travailler avec eux, de réfléchir avec eux à la meilleure façon de se préparer, tant sur le plan des ressources humaines que sur le plan de la structuration financière et le cas échéant juridique et fiscal. À des opérations complexes de cession ou d'acquisition, de levée de fonds ou d'introduction en bourse ou de négociation de dettes. J'ai moi-même, en tant qu'industriel, réalisé beaucoup d'opérations de haut bilan, dont un certain nombre de cessions et d'acquisitions. Je suis toujours fortement impliqué et particulièrement dans la phase d'intégration post-acquisition. J'ai aussi eu l'occasion de me frotter au monde judiciaire dans le cadre de restructuration que j'ai conduite ou conseillée, plutôt avec succès d'ailleurs.